Il a été montré que les agents biologiques étaient efficaces dans le traitement des fistules. Ils sont habituellement prescrits aux personnes qui ne répondent pas à ce que nous appelons le traitement classique de la maladie de Crohn, c'est-à-dire les traitements que nous avons évoqués plus tôt. Les agents biologiques s'administrent actuellement en une injection. On parle d'injection sous-cutanée ou SC parce qu'elle est pratiquée juste sous la peau, ou en une perfusion. On parle alors d'injection ou de perfusion intraveineuse ou IV parce qu'elle est pratiquée dans une veine. L'injection sous-cutanée est pratiquée toutes les 2 semaines par un professionnel de la santé. Vous pouvez éventuellement vous l'administrer vous-même à la maison après avoir reçu la formation adéquate. L'injection intraveineuse est pratiquée lors de séances de 2 heures ayant lieu toutes les 8 semaines dans un centre d'injection sous la supervision d'un professionnel de la santé. Les effets secondaires courants des agents biologiques sont de légères réactions cutanées au point d'injection, les nausées, les maux d'estomac, la toux, le mal de gorge, l'infection des voies respiratoires supérieures, l'éruption cutanée et les maux de tête. Vous devez savoir que les agents biologiques peuvent faire qu'il est plus difficile pour votre organisme de combattre les infections parce qu'ils suppriment votre système immunitaire. Si vous avez des antécédents d'infection ou si vous avez contracté une fièvre ou une infection pendant le traitement par un agent biologique, dites-le sans tarder à votre médecin. Je ne plaisante pas, c'est très important. Votre médecin vérifiera si vous présentez les signes d'une infection, comme la tuberculose et l'hépatite B, avant de vous prescrire un agent biologique. Mais vous pouvez l'aider en réfléchissant aux infections que vous avez déjà eues. Les autres risques sérieux associés aux agents biologiques sont un rare risque de lymphome, le risque de sclérose en plaques et le risque de problèmes oculaires et de problèmes cardiaques. Voyons à présent le dernier type de médicament utilisé dans le traitement des infections, les antibiotiques. Ils n'entrent généralement pas dans le traitement de la maladie de Crohn, mais les antibiotiques comme le métronidazole et la ciprofloxacine sont utilisés pour traiter les infections intestinales et certaines complications comme les abcès. Dans le traitement de la maladie de Crohn, les antibiotiques sont également utiles en cas d'atteinte périanale et colique. Voyons à présent leurs effets secondaires. Le métronidazole, l'un des antibiotiques le plus souvent utilisés dans le traitement de la maladie de Crohn, peut occasionner des nausées, des maux de tête, une perte d'appétit et la présence d'un goût métallique dans la bouche, ce qui est plutôt désagréable à mon avis. Ceux d'entre vous qui ont un piercing dans la langue sont déjà habitués à cet effet secondaire. L'engourdissement et les picotements au niveau des mains et des pieds, les douleurs musculaires et la faiblesse sont d'autres effets secondaires plus graves, mais moins fréquents. Vous devez signaler ces effets à votre médecin car il pourrait dicter l'arrêt du traitement. La ciprofloxacine peut causer des effets secondaires comme les nausées, les vomissements, les maux de tête et, dans de rares cas, des problèmes au niveau des tendons. Ouf! Voilà! Nous avons fait le tour des médicaments que l'on peut utiliser dans le traitement de l'inflammation associée à la maladie de Crohn. J'espère que vous n'aurez pas à les essayer tous, cela va sans dire, mais si c'est le cas, vous connaîtrez en gros leurs effets dans le traitement de la maladie de Crohn et les autres effets qu'ils peuvent exercer. Maintenant, allez vous reposer le temps de digérer tout ça. Pour ma part, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Je suis épuisé. Maintenant, écoutons Dr Wassef nous entretenir au sujet de la chirurgie. Bonjour. Je m'appelle Dr Ramsès Wassef et je suis un chirurgien à l'hôpital Saint-Luc du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Nous allons nous intéresser à présent à la forme de traitement la plus invasive de la maladie de Crohn, la chirurgie. Il se peut que vous n'ayez jamais à subir une intervention chirurgicale pour votre maladie de Crohn, mais mieux vaut en savoir davantage. La chirurgie n'est pas la première ligne de traitement dans la maladie de Crohn et votre médecin va tenter d'éviter le besoin d'une chirurgie en encourageant une bonne adhésion au traitement par médication. Mais ne voyez pas la chirurgie comme une mesure de la dernière chance. En fait, nous y avons souvent recours pour soulager les symptômes et favoriser la rémission. Le but de la chirurgie est de vous aider à améliorer votre qualité de vie tout en préservant autant que possible les segments sains de l'intestin. Soyons plus précis. 2 situations conduisent généralement à la chirurgie.
La première situation survient lorsque les médicaments ne sont plus efficaces. On parle alors de maladies réfractaires ou résistantes au traitement. La deuxième situation correspond à la survenue de complications, comme les fistules, les abcès, la formation de tissus cicatriciels et de rétrécissement de l'intestin, ou encore à l'apparition d'effets secondaires occasionnés par les médicaments, dont on ne peut interrompre la prise sans risquer de voir réapparaître les symptômes immédiatement. En règle générale, nous pratiquons ce que nous appelons une résection. Il s'agit d'un terme médical qui désigne le fait d'enlever un segment d'intestin malade, ainsi que l'élimination des abcès ou des fistules qui l'accompagnent. Nous pratiquons ensuite ce que nous appelons une anastomose, un mot compliqué qui désigne la connexion de deux parties saines de l'intestin. La bonne nouvelle, c'est que ce genre d'intervention chirurgicale peut se traduire par plusieurs années de rémission. Mais il ne s'agit pas d'un remède définitif et la maladie de Crohn peut revenir. Lorsqu'il n'y a pas de segment sain d'intestin pour faire la connexion après la résection, nous pratiquons un autre type d'intervention chirurgicale. C'est le cas, par exemple, lorsque l'inflammation touche à la fois le côlon et le rectum. Dans pareille situation, après avoir enlevé le rectum, nous pratiquons ce que nous appelons une stomie. C'est une intervention qui consiste à faire aboucher un segment de l'intestin à la peau. Cela permet d'évacuer les déchets par l'abdomen, dans une poche spécialement conçue qui est fixée à l'orifice. Selon le segment de l'intestin qui est abouché à la peau, nous parlons d'iléostomie ou de colostomie. Le patient doit ensuite fixer un dispositif que nous appelons une poche pour stomie au niveau de la peau, autour de la stomie. Cette poche comprend généralement deux parties. L'une ressemble à une gaufre. Il s'agit d'une plaque adhésive que l'on vient coller sur la peau et que l'on perce en son centre aux dimensions de l'intestin qui vient y aboucher. L'autre partie est la poche elle-même, que l'on vient clipser sur la plaque, un peu à la manière d'un couvercle de Tupperware. La poche est munie d'une pince dans le bas qui permet de la détacher et de la rincer avant d'être à nouveau fixée à la gaufre. Il faut changer la gaufre elle-même tous les 5 à 8 jours parce qu'elle n'adhère plus bien à la peau. Je sais que tout ceci paraît bien fastidieux, mais la réduction des symptômes et l'amélioration de la qualité de vie est telle qu'il vaut la peine d'apprendre à vivre avec une stomie. Il va sans dire qu'apprendre qu'on doit subir ce genre d'intervention est un changement majeur dans la vie du patient.